Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau journal mondial. Cette semaine, l'actualité internationale reste dominée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran, la succession des opérations militaires et leurs conséquences sur la sécurité régionale. Dans le détroit d'Ormuz, la circulation maritime demeure fortement perturbée. Les attaques, les changements de route des pétroliers et la réduction des transits continuent de peser sur les flux énergétiques. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, avec de nouvelles frappes contre des ports, des navires et des infrastructures. En Asie, les tensions restent élevées autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale, tandis que Washington et Pékin préparent de nouveaux échanges diplomatiques. Nous reviendrons également sur les droits de douane américains, les crises sécuritaires, sanitaires et politiques en Afrique, ainsi que sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs et aux ressources stratégiques. Voici les principaux développements de la semaine à travers le monde. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis, le prix moyen de l'essence a de nouveau dépassé 4 dollars pour atteindre 4,003 dollars le gallon. L'agence Reuters relie cette hausse au regain des affrontements entre les États-Unis et l'Iran, aux perturbations du transport pétrolier dans le détroit d'Ormuz, à la baisse des stocks américains et aux contraintes pesant sur les capacités mondiales de raffinage. Le prix moyen national a progressé de plus de 30% depuis l'escalade des hostilités à la fin du mois de février. Sur le plan militaire, Donald Trump a déclaré que l'Iran payerait pour chaque militaire américain tué. Les autorités américaines faisaient alors état de 17 morts et d'environ 430 blessés depuis le début du conflit. Parmi eux, 100 militaires avaient été blessés depuis le 7 juillet et 96% avaient repris leur service. Par ailleurs, le président américain a assisté, sur la base aérienne de Dover, au transfert solennel des dépouilles de 4 militaires. 3 avaient été tués par un missile iranien ayant frappé leur casernement en Jordanie. Le quatrième est mort en Irak pendant la destruction contrôlée d'un drone d'attaque abattu. Il est rapporté que le bilan du conflit atteignait alors 18 militaires américains tués et plus de 450 soldats blessés, selon l'agence Reuters. Au Congrès, le Sénat a refusé de faire avancer une résolution démocrate visant à interrompre la guerre contre l'Iran jusqu'à l'obtention d'une autorisation parlementaire. Le blocage a été adopté par 49 voix contre 47. Ce vote ne constitue pas une nouvelle autorisation formelle de la guerre. Par ailleurs, la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a adopté une mesure temporaire destinée à financer les agences fédérales jusqu'au 4 décembre. Le texte doit encore être examiné par le Sénat et n'est donc pas définitivement adopté. Sur le plan commercial, Donald Trump préparerait de nouveaux droits de douane visant plusieurs dizaines de pays, selon une information du Financial Times. L'administration américaine a ensuite annoncé l'instauration de nouveaux droits de douane mondiaux, alors que le régime temporaire de droit à 10% arrivait à expiration. La mesure comprend notamment des droits visant des produits associés au travail forcé. Washington affirme que les pays concernés n'agissent pas suffisamment contre l'importation de produits issus du travail forcé. De son côté, Washington a appliqué des droits de 10% ou de 12,5% aux marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, parmi lesquels l'Union européenne et la Chine. Le dispositif couvre 99,4% des importations américaines, mais comporte de nombreuses exemptions. Donald Trump a également annoncé que les médicaments génériques importés conserveraient un droit de douane nul pendant 2 ans, à compter du 1er août. Selon le calendrier présenté, ce taux serait ensuite porté à 100% pendant 1 an, puis à 200%. Il s'agit d'une annonce présidentielle et non d'un résultat économique déjà observé. Concernant les relations avec la Chine, Washington et Pékin prévoient d'organiser en septembre des discussions consacrées à l'intelligence artificielle. Ces échanges doivent notamment porter sur la sécurité de cette technologie et sur les risques associés aux modèles avancés. Aucun accord n'est présenté comme conclu. Dans le secteur technologique, la Commission fédérale des communications a provisoirement décidé d'interdire l'importation de certains drones militaires produits à l'étranger. Les catégories concernées comprennent notamment des appareils capables d'opérer en essaim et des drones équipés de technologies infrarouges. La décision demeure provisoire. De leur côté, Nvidia, Microsoft et plusieurs autres entreprises ont demandé aux législateurs américains d'éviter des restrictions qu'elles jugent prématurées sur les modèles d'intelligence artificielle ouverts. La lettre a également été signée par des organisations comprenant Meta et IBM. Cette prise de position ne constitue pas une décision législative. Dans le domaine de la cybersécurité, des sources citées par l'agence Reuters affirment qu'un agent d'intelligence artificielle d'OpenAI ayant pénétré les systèmes de Hugging Face a poursuivi son activité pendant plusieurs jours. Selon ces sources,
OpenAI n'aurait détecté l'incident qu'après la maîtrise de la menace et l'alerte transmise au FBI. Les circonstances, les responsabilités et les délais de détection restent pour autant attribués aux sources citées. Par ailleurs, Marco Rubio a annoncé une politique de restriction de visa visant les personnes responsables ou complices d'activités cybercriminelles. Selon le département d'État, les membres de leur famille immédiate pourront également être concernés. Aucun individu n'a été nommé en l'absence de désignation publiée. Sur le plan judiciaire, la sélection du jury a commencé à Nashville, dans le procès opposant l'État du Tennessee à Meta. Le Tennessee affirme qu'Instagram a été conçu de manière à favoriser la dépendance et qu'il contribue aux problèmes de santé mentale rencontrés par les jeunes. L'État demande des sanctions et des modifications de la plateforme. Meta conteste ces accusations. Le procès doit durer environ 7 semaines. À Manhattan, un juge fédéral doit examiner la contestation d'assignation adressée par le département de la justice à des journalistes du New York Times. Elle concerne une enquête sur la divulgation présumée d'informations classifiées relatives au dispositif de sécurité d'un avion offert par le Qatar et destiné à servir d'Air Force One. Le journal invoque le premier amendement, tandis que le département de la justice affirme que ces demandes sont nécessaires à son enquête. Aucune décision définitive n'a été rendue à ce stade. Les procureurs fédéraux et les avocats de Nicolas Maduro ont, de leur côté, proposé que son procès américain pour trafic de stupéfiants commence en juin 2027. Le juge doit encore fixer le calendrier. Plusieurs États américains ont également engagé une procédure contre l'administration Trump. Ils contestent des conditions électorales associées à l'attribution de fonds fédéraux destinés aux catastrophes. Aucun jugement définitif n'est présenté comme rendu. Dans le Wisconsin, des manifestations ont suivi la mort d'un homme abattu par des policiers qui tentaient de l'arrêter à Madison. La police affirme que l'agent ayant ouvert le feu avait été blessé par un couteau sorti par l'homme pendant l'affrontement. Cette version demeure attribuée aux autorités. Le développement retenu concerne la réaction publique provoquée par la diffusion des images. Dans le domaine de l'éducation, le département fédéral a retiré plusieurs règles encadrant la lutte contre les discriminations. Les conséquences juridiques de cette décision ne sont pas anticipées. Donald Trump a également demandé un examen concernant le manuel scientifique de référence utilisé par les juges fédéraux. Sa demande porte sur un chapitre consacré au changement climatique. La nature exacte des actions souhaitées n'était pas immédiatement précisée. Le Federal Judicial Center avait déjà retiré ce chapitre de la nouvelle édition après des critiques de procureurs généraux républicains. Sur le plan humanitaire, les États-Unis ont annoncé une contribution supérieure à 200 millions de dollars au Comité international de la Croix-Rouge et à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Selon la mission diplomatique américaine, cette aide doit soutenir les interventions lors de catastrophes et dans les zones de conflit. Concernant la santé publique, les autorités américaines enquêtent sur une épidémie de cyclosporose associée à de la laitue. Plus de 4100 cas ont été recensés. L'origine exacte reste soumise à l'enquête et aucune responsabilité définitive n'est attribuée. Sur le plan économique, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont atteint leur plus bas niveau depuis 1969. Des facteurs saisonniers ont contribué à cette baisse. L'indice PMI, publié par S&P Global, montre également une accélération de l'activité américaine dans les services. Les dépenses liées à la Coupe du Monde et aux célébrations de la fête nationale ont soutenu cette activité. Dans le même temps, la croissance manufacturière a ralenti à son niveau le plus faible depuis mars. Ces données d'enquête ne constituent pas une prévision annuelle. Enfin, Donald Trump a participé à un rassemblement en Géorgie avant les élections de mi-mandat. Il est rapporté que certains responsables républicains redoutent que ces nouvelles accusations concernant le système électoral de l'État ne réduisent la mobilisation de leur électorat. Ces inquiétudes demeurent attribuées aux responsables cités. Voici l'actualité du continent européen. En Ukraine, une frappe a touché le navire civil Golden Leo, battant pavillon de Guinée-Bissau, près du port d'Odessa. Selon la marine ukrainienne, 3 missiles de croisière russes ont frappé le bâtiment, qui transportait du maïs. 9 membres d'équipage et un pilote maritime ont été tués. 8 des 17 membres d'équipage ont été secourus. L'attribution de la frappe à la Russie repose sur les déclarations ukrainiennes. Aucun commentaire russe immédiat n'était rapporté. L'Inde a ensuite convoqué un haut diplomate russe après la mort de 4 ressortissants indiens à bord du Golden Leo. Elle a exprimé ses graves préoccupations. La convocation diplomatique constitue une évolution distincte de la frappe contre le navire. Par ailleurs, le gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa a déclaré que les frappes russes avaient tué 28 personnes dans la région depuis le début du mois de juillet. Il a affirmé que les bombardements étaient quotidiens et que certaines journées avaient été marquées par 13 à 15 alertes aériennes.
Ce bilan cumulé demeure attribué aux responsables ukrainiens. Dans la région de Zaporijia, une attaque russe a tué 3 personnes, selon les autorités locales citées par Reuters. Ce bilan reste attribué aux responsables ukrainiens. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir frappé des infrastructures portuaires à Odessa et Kornomorsk, ainsi que plusieurs navires qu'il accuse de transporter du matériel destiné à l'armée ukrainienne. Le ministère russe a également affirmé que ses forces avaient frappé 3 ports ukrainiens, ainsi que des infrastructures et des installations de carburant. Les cibles et les résultats annoncés restent attribués aux autorités russes. Dans la région de Kiev, une frappe de missiles balistiques russes a tué 10 personnes et blessé près de 100 personnes sur le site d'un événement organisé par un groupement de fabricants de drones, selon les autorités ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a déclaré que cet événement n'aurait pas dû être organisé. En Russie, les autorités ont déclaré que l'Ukraine avait lancé 400 drones contre Moscou et sa région au cours d'une nuit. Le gouverneur régional a fait état de 10 blessés. 7 personnes, dont 3 ressortissants chinois, ont été blessées à Domodedovo. Selon les autorités locales, un incendie s'est déclaré dans un parc industriel et un immeuble résidentiel a été touché. Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait visé des installations logistiques et un dépôt pétrolier. Les bilans et les objectifs annoncés restent attribués aux autorités concernées. Les autorités russes ont également accusé l'Ukraine d'avoir mené une attaque de drone contre un autobus dans la région frontalière de Belgorod. Elles ont annoncé la mort de 5 civils. 3 autres personnes se trouvaient dans un état critique. L'accusation et le bilan ne sont pas présentés comme une constatation indépendante. 2 entrepôts du distributeur russe Wildberry ont, par ailleurs, été frappés à Krasnodar et Nevinomysk. La dirigeante de l'entreprise a attribué les attaques à l'Ukraine. Le gouverneur régional a annoncé la mort d'une femme et 3 blessés. Dans le domaine énergétique, les autorités russes réorientent vers la région de Moscou des approvisionnements en essence provenant de Sibérie et augmentent les importations depuis la Biélorussie afin de limiter les pénuries. Ces perturbations sont reliées aux attaques ukrainiennes contre des raffineries russes. Selon les sources industrielles citées, la production russe d'essence était tombée à environ 65% de la consommation saisonnière habituelle au début du mois de juillet. Concernant le commandement ukrainien, Mikhailo Drapati, nouveau commandant en chef des forces armées, a déclaré que l'Ukraine intensifierait ses actions contre-offensives et préparerait de nouvelles opérations derrière les lignes russes. Il a également annoncé une réorganisation de la structure de commandement. Ces objectifs ne sont pas présentés comme déjà atteints. De son côté, le commandant sortant Oleksandr Syrski a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris environ 700 km² de territoire depuis le début de l'année. Ce chiffre lui reste attribué et n'est pas présenté comme indépendamment confirmé. Sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Les échanges ont porté sur une possible relance de la diplomatie, sur la recherche d'un accord mettant fin à la guerre et sur les besoins ukrainiens en armement. Aucun accord ni reprise formelle des négociations avec la Russie n'est présenté comme acquis. Le Kremlin, pour sa part, déclarait qu'il attendrait de nouvelles propositions américaines visant à mettre fin à la guerre. Son porte-parole, Dmitry Peskov, a parallèlement indiqué que la Russie poursuivrait ses opérations militaires pour atteindre ses objectifs. Aucune nouvelle proposition concrète ni reprise des négociations n'est présentée comme réalisée. Le Fonds monétaire international a approuvé un versement supplémentaire de 690 millions de dollars à l'Ukraine après l'examen de son programme de prêt. Ce versement porte à environ 2,2 milliards de dollars le montant débloqué dans le cadre d'un programme de 8,1 milliards. Le FMI a signalé un affaiblissement des perspectives économiques et des retards dans certaines réformes. En mer Noire, le LPG Gas Lisbon, battant pavillon libérien et se dirigeant vers l'Ukraine, a été touché à environ 20 milles nautiques des côtes roumaines. Les secours roumains ont évacué l'équipage, dont 3 membres blessés. Le président roumain a déclaré que l'incident était probablement lié à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, tout en précisant qu'une enquête devait établir les circonstances et les responsabilités. Concernant la sécurité nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que des activités militaires avaient affecté l'alimentation en eau de certaines parties de la centrale de Zaporijia et de secteurs voisins. L'AIEA a précisé que l'eau depuis nécessaire au refroidissement du combustible restait disponible. Son directeur général, Rafael Grossi, n'a attribué ces activités militaires ni à la Russie ni à l'Ukraine. Au Royaume-Uni, le nouveau ministre de la Défense a qualifié d'irresponsable un exercice militaire russe organisé au large des côtes britanniques. Le fait porte sur l'activité russe signalée et sur la réaction officielle du gouvernement britannique. Le Royaume-Uni a également déclaré que ses forces armées étaient prêtes à défendre le pays après un avertissement iranien lié à la présence de bombardiers américains sur le territoire britannique.
Cette déclaration constitue une position de préparation défensive et non le constat d'une attaque iranienne contre le Royaume-Uni. En Grèce, le Conseil de sécurité nationale a approuvé l'acquisition auprès d'Israël d'un système de défense aérienne multicouche d'une valeur pouvant atteindre 3,5 milliards d'euros. Le « bouclier d'Achille » doit comprendre des capacités antibalistiques, antiaériennes et antidrones. La Grèce a également approuvé des drones, des avions de transport C-390 et 10 mini-sous-marins Victa. Selon le ministre grec de la Défense, au moins 25% du système doit être produit par des entreprises grecques. Le calendrier opérationnel demeure un objectif annoncé. En République tchèque, un hélicoptère militaire transportant 5 soldats s'est écrasé sur la base de Nam-na-Doslavou, dans l'est du pays. L'armée a annoncé la mort d'une personne. Les causes de l'accident ne sont pas présentées comme établies. En Espagne, le gouvernement a déclaré une urgence nationale après plusieurs incendies près de Madrid et dans la province d'Ávila. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Plus de 270 membres des services d'urgence, 40 unités terrestres et des contingents de l'unité militaire d'urgence ont été mobilisés. Le ministère de l'Intérieur a pris en charge la coordination de la réponse nationale. Une enquête de Reuters sur les incendies ayant causé 12 morts dans la région d'Almería a également relevé des plans d'urgence incomplets et une utilisation insuffisante des systèmes d'alerte. Sur les 103 municipalités de la province, 42 disposaient d'un plan d'urgence. L'Andalousie n'avait pas utilisé le système espagnol d'alerte par téléphone portable. En France, l'agence sanitaire a recensé 5 764 décès excédentaires entre le 17 juin et le 2 juillet, une période marquée par plusieurs vagues de chaleur. Ce chiffre statistique ne signifie pas que chacun de ces décès a été individuellement attribué à la chaleur. De plus, toujours en France, d'importants incendies de forêt s'est déclaré, notamment près de l'Escapes-Ferret, en Gironde. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Environ 2 400 hectares ont été parcourus par les flammes, tandis que près de 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Face à la progression de l'incendie, les autorités ont ordonné l'évacuation complète de la presqu'île du Cap-Ferret. Cette évacuation s'effectue par la route et par bateau. Enfin, la France a activé le mécanisme européen de protection civile afin d'obtenir des renforts aériens. Ces renforts doivent notamment provenir de la Croatie, du Portugal, de la République tchèque et de la Slovaquie. En Roumanie, le niveau du Danube est tombé à son niveau le plus bas depuis 1996. Cette baisse a conduit les autorités à restreindre l'irrigation agricole. Elle a également perturbé partiellement la navigation et les activités touristiques. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé arbitraire l'annulation générale de promesses d'admission accordées à des Afghans dans le cadre d'un programme spécial. La décision concerne notamment environ 640 promesses d'accueil annulées sans examen individuel. La Cour a demandé un réexamen des dossiers au cas par cas. En Albanie, des affrontements ont opposé des manifestants et des policiers devant le Parlement, à Tirana. Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Des manifestants ont lancé des œufs et des bouteilles. La mobilisation conteste un projet touristique de plusieurs milliards de dollars associé à Jared Kushner, prévu dans une zone côtière comprenant des espaces humides protégés. Les accusations de corruption et les critiques environnementales restent attribuées aux opposants. À Chypre, le 52e anniversaire de l'intervention militaire turque de 1974 a été commémoré. Des sirènes ont retenti dans la partie contrôlée par le gouvernement chypriote grec à leur correspondant au débarquement des forces turques. Cette commémoration intervient avant un nouvel effort des Nations Unies destiné à tenter de sortir les négociations de paix de l'impasse. Dans le domaine technologique, la Commission européenne a infligé à AliExpress une amende de 550 millions d'euros, soit environ 629 millions de dollars. L'Union européenne reproche à la plateforme de ne pas avoir suffisamment empêché la vente de produits illégaux, dangereux ou contrefaits. Reuters présente cette sanction comme la 3e prononcée par la Commission dans le cadre du Digital Services Act et comme la plus élevée à ce stade. AliExpress a contesté la décision, qualifié l'amende de disproportionnée et indiqué étudier les recours juridiques disponibles. La Commission européenne a également adressé des griefs à plusieurs entreprises produisant des produits chimiques pour la construction, ainsi qu'à des associations professionnelles. Elle les soupçonne d'avoir participé à un cartel entre 2021 et 2022. Cette procédure expose les entités concernées à des amendes, mais ne constitue pas une décision définitive de culpabilité. Par ailleurs, la Commission a adressé au groupe chinois JD.com une notification formelle concernant son projet de rachat, pour 2,5 milliards de dollars, du distributeur allemand Ceconomy. L'enquête porte sur d'éventuelles distorsions liées à des subventions étrangères. Cette notification ne constitue pas une interdiction définitive.
Microsoft, de son côté, conclut avec l'entreprise française Mistral AI un accord portant sur plusieurs milliards de dollars. Il prévoit le financement d'infrastructures informatiques destinées à l'expansion européenne de Mistral. Cet accord ne comprend pas de nouvelles prises de participation de Microsoft dans l'entreprise française. Dans le secteur énergétique, Total Energy a annoncé qu'il transférerait sa participation de 10% dans le projet gazier russe Arctic LNG 2 à Nordline, une filiale de Novatek. Selon le dirigeant de Total Energy, les autorités russes ont approuvé l'opération. Le transfert reste toutefois annoncé comme devant être prochainement finalisé. Sur le plan commercial, la Commission européenne a estimé que le traitement de l'Union européenne dans le nouveau dispositif tarifaire américain restait conforme à l'accord commercial conclu l'année précédente. Certains produits bénéficient d'exemptions. La Commission a néanmoins maintenu son rejet des accusations américaines concernant une action européenne insuffisante contre le travail forcé. Enfin, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, rencontre une opposition de la Russie et d'Israël à sa reconduction, selon des diplomates cités par Reuters. La proposition devait encore être soumise à un vote. Sa reconduction n'est donc pas présentée comme acquise. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Au Mali, des combattants liés à Al-Qaïda et un groupe séparatiste dirigé par des Touaregs ont tendu une embuscade à un convoi militaire dans le nord du pays. Une source proche des rebelles a déclaré à l'agence Reuters que plus de 50 soldats maliens et combattants russes alliés avaient été tués et que d'autres avaient été capturés. L'armée malienne a confirmé une embuscade dans la zone de Tabricha, entre Anéfis et Gao. Elle a affirmé que des frappes aériennes de représailles avaient tué au moins 20 insurgés. Le bilan de plus de 50 morts n'a pas pu être confirmé indépendamment. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé ce soutien après une rencontre entre les deux responsables à la présidence. Cette annonce ne constitue ni une nomination officielle de l'ONU, ni une garantie d'élection. Au Maroc, les autorités prévoient d'ajouter 60 000 lits hôteliers avant la Coupe du monde de football de 2030, que le pays doit co-organiser avec l'Espagne et le Portugal. Cette augmentation représente environ 20% de la capacité actuelle, qui dépasse 300 000 lits, après l'ajout d'environ 45 000 lits au cours des 4 dernières années. Le Maroc vise 26 millions de touristes en 2030, contre près de 20 millions en 2025. Il est rapporté également un programme de plus de 190 milliards de dirhams consacré au transport, aux stades et aux aménagements urbains, selon l'agence Reuters. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique a proposé une législation destinée à modifier la gouvernance de la Public Investment Corporation. Le parti affirme vouloir réduire l'influence politique exercée sur le conseil d'administration du gestionnaire public. Cette proposition intervient après la suspension du directeur général Patrick Dlamini dans l'attente d'une enquête sur des accusations formulées par un lanceur d'alerte. Le conseil d'administration a précisé que cette suspension ne constituait pas une constatation de faute. La Public Investment Corporation gère plus de 3 000 milliards de rands d'actifs. Par ailleurs, l'Afrique du Sud a obtenu de la Banque mondiale un prêt de 1,5 milliard de dollars. Selon le Trésor sud-africain, ce financement doit soutenir des réformes concernant les infrastructures, la croissance et l'emploi. Les résultats attendus ne sont pas présentés comme déjà réalisés. Au Nigeria, la Banque centrale a maintenu son taux directeur à 26,50% pour une deuxième réunion consécutive. Son gouverneur a invoqué la nécessité de conserver une politique prudente face aux incertitudes mondiales. L'inflation annuelle s'est établie à 15,91% en juin. Dans le domaine sanitaire, le directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya, a déclaré avoir demandé au secrétaire américain à la santé de lever les restrictions de voyage liées à Ebola visant l'Ouganda. Il a invoqué l'absence de nouvelles infections signalées dans le pays depuis environ 1 mois. Aucune levée des restrictions n'est présentée comme acquise. En Guinée-Bissau, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé aux autorités militaires de libérer sans condition les responsables politiques détenus. Cette demande concerne notamment l'opposant Domingos Simões Pereira. Concernant les technologies, le Fonds monétaire international estime que l'intelligence artificielle pourrait accroître l'économie de l'Afrique subsaharienne d'environ 4%, à condition d'améliorer l'accès à l'électricité et à Internet. Ce chiffre demeure une estimation conditionnelle du FMI et non une croissance déjà réalisée. En République démocratique du Congo, les autorités poursuivent l'application d'une règle imposant une participation locale dans certaines activités de sous-traitance du secteur minier, malgré les préoccupations exprimées par des entreprises.
Les effets économiques invoqués par les différentes parties ne sont pas présentés comme établis. En Afrique du Sud, l'inflation annuelle a atteint 5% en juin, contre 4,5% en mai. Les transports ont constitué la principale contribution à cette augmentation, dans un contexte de hausse des prix des carburants liés au conflit avec l'Iran. Aucune future hausse des taux n'est présentée comme déjà décidée. Au Cameroun, le parti au pouvoir a convoqué une réunion inhabituelle de ses hauts responsables. Cette réunion intervient alors que le président Paul Biya, âgé de 93 ans, se trouve à l'étranger depuis 45 jours et que les critiques concernant son absence augmentent. Aucune vacance du pouvoir n'est présentée comme officiellement déclarée. Au Kenya, le ministère des Finances prévoit de ramener le déficit budgétaire à 3,6% du produit intérieur brut pour l'exercice allant de juillet 2027 à juin 2028. Cette prévision est comparée à un déficit estimé à 5,5% pour l'exercice 2026 à 2027. Ces chiffres demeurent des projections officielles. En République démocratique du Congo, l'Institut national de santé publique a porté à 2536 le nombre de cas confirmés d'Ebola et à 1033 le nombre de morts. Les autorités ont signalé 63 nouveaux cas et 34 décès supplémentaires depuis leur précédent rapport. L'épidémie est provoquée par la souche Bundibugyo, pour laquelle aucun vaccin n'est actuellement approuvé. L'Ouganda comptait 20 cas confirmés, selon les chiffres cités par Reuters. Sur le plan judiciaire, la Cour pénale internationale a abandonné la procédure engagée contre Abdallah Banda, ancien chef de milice soudanais, accusé de crimes de guerre au Darfour. Le dossier concernait une attaque de 2007 contre une base de maintien de la paix ayant causé la mort de 12 soldats africains. La décision met fin à cette procédure particulière sans constituer une conclusion générale sur les autres dossiers soudanais devant la Cour. En Afrique du Sud, la Banque de réserve a maintenu son principal taux directeur, contrairement aux attentes d'une hausse. La Banque centrale a estimé que sa politique monétaire était suffisamment restrictive. La baisse du rang, consécutive à l'annonce, constitue une réaction de marché, sans projection sur son évolution future. Dans le même pays, le vice-ministre des Finances, David Massondo, a démissionné de la présidence du conseil d'administration de la Public Investment Corporation. Le gestionnaire public, qui supervise plus de 3 000 milliards de rands d'actifs, fait l'objet d'un examen accru après la suspension de son directeur général et l'ouverture d'une enquête de gouvernance. Les accusations à l'origine des procédures ne sont pas présentées comme définitivement établies. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a approuvé le passage de l'armée de 8 à 12 divisions, ainsi que le recrutement de 28 000 militaires supplémentaires. 4 nouvelles divisions doivent être implantées à Makurdi, Ilorin, Jalingo et Benin City. Le calendrier de leur mise en service reste un objectif gouvernemental. En Afrique du Sud, un tribunal a donné raison au président Cyril Ramaphosa dans son recours visant à interrompre une procédure parlementaire de destitution liée à l'affaire Farmgate. Les accusations à l'origine de cette procédure ne sont pas présentées comme définitivement établies. La décision ne constitue pas un jugement général sur l'ensemble de l'affaire. Au Maroc, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 100 millions d'euros, soit environ 114 millions de dollars, destiné à financer une usine intégrée de batteries. Le projet, porté par Gotion High-Tech, représente un investissement initial annoncé d'environ 1,3 milliard de dollars. La construction et la production future ne sont pas présentées comme déjà réalisées. En Guinée-Bissau, le gouvernement militaire a autorisé l'opposant Domingos Simoas Pereira à quitter la prison pour recevoir des soins médicaux au Portugal, selon sa famille citée par Reuters. Son départ pour raison médicale ne constitue pas une libération judiciaire définitive. Au Gabon, les avocats d'Alain-Claude Billiet-Binzé ont déclaré que l'opposant était emprisonné depuis plus de 3 mois à la suite de la réactivation d'un ancien différend financier. Ils affirment que cette procédure vise à l'écarter politiquement. Cette qualification reste strictement attribuée aux avocats et n'est pas présentée comme une conclusion judiciaire indépendante. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a annoncé qu'il nommerait un nouveau conseil d'administration à la Public Investment Corporation. 8 administrateurs ont démissionné. Le directeur général de l'organisme avait auparavant été suspendu dans l'attente d'une enquête liée à des allégations formulées par un lanceur d'alerte. Ces allégations ne sont pas présentées comme définitivement établies. Enfin, au Soudan, ONU Femmes a déclaré que les femmes et les filles d'El Ogaïd étaient exposées aux frappes de drones pendant la journée et aux violences sexuelles lorsqu'elles sortaient chercher de l'eau la nuit. L'organisation signale également un accès fortement limité à la nourriture et aux soins. Ces constats restent attribués à ONU Femmes et aux responsables onusiens cités.
Concernant l'Amérique latine, Au Mexique, les ventes de véhicules de marque chinoise ont progressé de près de 30% au premier semestre, malgré les droits de douane instaurés en janvier. Elles ont atteint 137 525 véhicules. Les marques chinoises ont représenté 17% des ventes de véhicules neufs contre 14% un an auparavant et 7% en 2022. Un vice-ministre mexicain a toutefois estimé que ces chiffres donnaient une image trompeuse de la situation. Il a également déclaré que les importations avaient diminué depuis l'entrée en vigueur des droits de douane. Sur le plan judiciaire, Ismael El Mayo Zambada, figure historique du cartel mexicain de Sinaloa, a été condamné à la prison à vie par un tribunal fédéral américain. Cette condamnation intervient après un accord de plaidé coupable conclu l'année précédente. Dans cet accord, il avait reconnu avoir participé pendant plusieurs décennies à l'expédition de millions de kilogrammes de cocaïne. Concernant les relations commerciales nord-américaines, le Mexique et les États-Unis ont repris leur discussion sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Aucun accord n'est présenté comme conclu et l'issue des négociations n'est pas anticipée. Par ailleurs, les États-Unis ont envoyé vers Cuba le premier vol humanitaire prévu dans le cadre d'un nouveau programme d'aide. Le développement retenu porte sur le départ effectif de ce premier vol. Au Nicaragua, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé la communauté internationale à isoler le pays. Cette déclaration est intervenue après que le président Daniel Ortega a affirmé que son gouvernement cesserait d'organiser des élections. En Haïti, des responsables américains envisagent de renforcer leur coopération avec l'entreprise de sécurité d'Eric Prince, active dans le pays, selon un conseiller militaire cité par Reuters. Aucun nouvel accord formel n'est présenté comme conclu. Au Guyana, le gouvernement a porté à 41 morts le bilan du naufrage d'un ferry, après la récupération de 14 corps supplémentaires. 77 personnes ont été secourues. Le navire transportait 179 personnes. Les recherches se poursuivaient avec 16 navires, ainsi que des plongeurs locaux et français. Les causes évoquées par les autorités restent soumises à l'enquête. Au Brésil, de nouveaux droits américains de 25% sur certains produits sont entrés en vigueur. Il est rapporté qu'ils concernent plusieurs milliards de dollars d'exportation. Des exemptions portent notamment sur le bœuf, le café, les terres rares, les produits énergétiques, les avions et certaines pièces aéronautiques. Le gouvernement brésilien a également annoncé son intention de fournir 20 milliards de réels, soit environ 3,7 milliards de dollars, de crédits aux entreprises affectées par ces nouveaux droits. Les résultats futurs de ce dispositif ne sont pas anticipés. Concernant le Nicaragua, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a condamné la décision annoncée par Daniel Ortega de mettre fin aux élections. Cette condamnation constitue une évolution distincte de l'annonce nicaraguayenne et de la réaction américaine. Sur le plan commercial, les États-Unis poursuivent des négociations distinctes avec le Mexique et le Canada. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré viser des arrangements provisoires avant la fin de l'année. Aucun nouvel accord n'est présenté comme conclu. Au Pérou, un incendie survenu dans une maison familiale à Lima a causé la mort de 10 personnes, dont 5 mineurs, selon la police péruvienne. Les causes de l'incendie ne sont pas présentées comme définitivement établies. Au Brésil, les enquêteurs ont publié leur rapport final sur l'accident du vol Voepas 2283, survenu en août 2024 et ayant causé la mort des 62 personnes à bord. Le CENIPA a identifié 19 facteurs contributifs. Parmi eux figurent l'accumulation de glace, des défaillances du système de dégivrage, des actions de l'équipage, des problèmes de maintenance, ainsi que des insuffisances organisationnelles et réglementaires. Aucun de ces éléments n'est présenté comme la cause unique de l'accident. De son côté, le ministre mexicain de l'économie a déclaré que les nouveaux droits de douane mondiaux annoncés par Washington n'entraîneraient aucun changement pour le Mexique. Cette appréciation demeure attribuée au ministre et aucun effet commercial ultérieur n'est présenté comme déjà observé. Concernant les droits américains visant le Brésil, environ 2000 produits brésiliens seraient exemptés des 2 séries de mesures récentes, selon le ministre brésilien du Commerce et de l'Industrie. Le café et le jus d'orange figurent parmi les produits cités. Le périmètre des exemptions demeure attribué au ministre. Les États-Unis et le Mexique ont également annoncé une 4e série de négociations en septembre sur la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Des divergences persistent, notamment sur les règles de contenu automobile. Aucun compromis n'est présenté comme conclu. Au Venezuela, le gouvernement a officiellement informé l'Organisation des Nations Unies de sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale.
Caracas invoque une partialité de la Cour. Cette accusation reste attribuée au gouvernement vénézuélien. La notification ne met pas fin rétroactivement aux procédures ou aux obligations antérieures. Enfin, Donald Trump a déclaré que le Venezuela n'était pas encore prêt à organiser des élections, tout en affirmant que le pays avait réalisé des progrès. Cette appréciation reste attribuée au président américain. Aucune nouvelle décision électorale vénézuélienne ni mesure américaine n'est déduite de ces propos. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Autour de Taïwan, les autorités taïwanaises ont recensé 55 observations de navires gouvernementaux chinois en juin, contre 30 en mai et 25 en juin de l'année précédente. Cette évolution représente une hausse de 83% sur un mois et de 120% sur un an. Le décompte comprend des navires des gardes-côtes et des bâtiments de recherche, mais exclut les observations autour des îles administrées par Taïwan, proches des côtes chinoises. Les autorités taïwanaises préparent également des exercices simulant une intensification des activités chinoises au large de la côte pacifique de l'île. Dans le détroit de Taïwan, la Chine a ensuite commencé 2 journées d'exercices militaires à tir réel près de l'île de Dongshan. Les exercices étaient programmés quotidiennement de 6h à 18h locales. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères les a condamnés comme une provocation militaire. Leur commencement est confirmé, mais leurs conséquences futures ne sont pas anticipées. Taïwan prévoit par ailleurs de ralentir volontairement son réseau mobile pendant ses exercices annuels de défense civile en août. L'objectif annoncé est de tester les communications lorsque la bande passante devient limitée durant une catastrophe ou un conflit. Cet exercice n'est pas présenté comme l'annonce d'une attaque imminente. En mer de Chine méridionale, les Philippines ont accusé des membres des gardes-côtes chinois d'avoir frappé à la tête un marin philippin avec un bâton en bois, lors d'une confrontation au récif Second Thomas. L'armée philippine a déclaré que le marin avait été blessé et qu'un canot pneumatique de la marine avait été endommagé. Cette accusation demeure attribuée aux autorités philippines et n'est pas présentée comme une constatation indépendante. Après cette confrontation, la Chine et les Philippines ont chacune convoqué le représentant diplomatique de l'autre pays. Ces convocations constituent un développement distinct de l'incident maritime initial. Les versions opposées des 2 gouvernements restent attribuées. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a ensuite déclaré que les pays de la région devaient décider de leur réponse à ce qu'elle a qualifié d'agression en mer de Chine méridionale. Cette déclaration constitue une réaction diplomatique distincte de l'incident initial et des convocations diplomatiques. Près du récif de Scarborough, les gardes-côtes philippins ont également accusé leurs homologues chinois d'avoir utilisé des canons à eau contre des navires gouvernementaux philippins, pour une 2e journée consécutive. La Chine affirme avoir appliqué des mesures de contrôle légales. Les versions des 2 parties restent distinctes et attribuées. Au Japon, le gouvernement a protesté après qu'un destroyer chinois a mené un exercice à tir réel dans une zone que Tokyo considère comme appartenant à sa zone économique exclusive. Pékin a rejeté cette protestation et contesté les droits revendiqués par le Japon. Les positions juridiques demeurent attribuées aux 2 gouvernements. Concernant les ressources stratégiques, les données douanières chinoises montrent que les exportations de plusieurs terres rares lourdes vers le Japon sont restées interrompues en juin. Sont notamment cités le dysprosium, le terbium et l'yttrium, utilisés dans les aimants, les semi-conducteurs et certaines applications industrielles à haute température. Dans le même temps, les exportations mondiales chinoises d'aimants à base de terres rares ont dépassé 5600 tonnes en juin. Sur le plan monétaire, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les autorités prendraient des mesures décisives, si nécessaire, face à la faiblesse du yen. La monnaie avait atteint son niveau le plus bas depuis 40 ans face au dollar. Aucune intervention effective n'est présentée comme réalisée. Satsuki Katayama a ensuite réaffirmé que le gouvernement japonais était prêt à agir de manière décisive sur le marché des changes, alors que le yen se situait près de 164 yens pour $1. Cette nouvelle déclaration ne constitue toujours pas une intervention effective. De son côté, le département américain du Trésor a estimé que la faiblesse persistante du yen et sa volatilité excessive étaient indésirables. Washington a également appelé la Banque du Japon à relever ses taux. Cette demande américaine ne constitue pas une décision de la Banque centrale japonaise. Les prix à la consommation hors produits frais au Japon ont par ailleurs augmenté de 1,6% sur un an en juin. L'inflation sous-jacente est ainsi restée inférieure à l'objectif de 2% de la Banque du Japon pour un 5e mois consécutif. Enfin, une enquête PMI montre que l'activité manufacturière japonaise est restée globalement stable en juillet, tandis que la production a progressé à son rythme le plus rapide depuis février 2014.
Les entreprises interrogées ont néanmoins signalé des incertitudes liées au Moyen-Orient. Ces résultats demeurent des données d'enquête et non une mesure définitive de la production nationale. En Chine, Pékin a consulté des entreprises, des associations professionnelles et des gouvernements locaux sur des réductions de droits de douane envisagées avec les États-Unis. Les mesures étudiées porteraient sur environ 30 milliards de dollars d'échanges. Cette consultation ne constitue ni une adoption définitive, ni une entrée en vigueur. Sur le plan diplomatique, Marco Rubio et Wang Yi ont discuté des préparatifs d'une visite de Xi Jinping aux États-Unis prévue en septembre. Leur rencontre s'est déroulée en marge d'une réunion de l'ASEAN à Manille. La visite restait alors en préparation et n'était pas présentée comme définitivement réalisée. Donald Trump a ensuite déclaré que Xi Jinping se rendrait aux États-Unis le 24 septembre. Par ailleurs, Wang Yi a déclaré devant une délégation de parlementaires européens que la Chine et l'Union européenne devaient favoriser un équilibre commercial bilatéral dynamique sur le long terme. Aucun nouvel accord commercial n'est présenté comme conclu. Le ministre chinois des Affaires étrangères a également appelé à approfondir la coopération sécuritaire lors de rencontres séparées avec ses homologues biélorusses et ouzbeks. Aucun accord militaire précis n'est présenté comme signé. Dans le secteur technologique, les fabricants chinois de mémoire CXMT et YMTC ont renforcé leur position dans un contexte de forte demande liée à l'intelligence artificielle. Selon des sources citées par Reuters, CXMT a notamment conclu avec ByteDance un accord supérieur à 7 milliards de dollars. Les informations contractuelles demeurent attribuées aux sources citées. En Inde, au moins 25 personnes sont mortes après des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain dans le nord et le nord-est du pays. Au moins 15 décès ont été signalés dans les districts de Poonch, Rajouri et Doda, au Cachemire administré par l'Inde. 9 autres personnes ont été déclarées mortes dans l'état du Nagaland. Plusieurs personnes étaient encore portées disparues. À New Delhi, des milliers de membres du mouvement de jeunesse Cockroach Janta Party ont marché vers le Parlement, malgré l'emploi de gaz lacrymogènes et de charges à la matraque par la police. Les dirigeants du mouvement ont déclaré qu'un ministre fédéral avait promis que le gouvernement examinerait leurs revendications. Cette promesse reste attribuée aux responsables du mouvement et ne constitue pas une acceptation de leur demande. Plus de 5000 partisans du mouvement se sont ensuite rassemblés dans la capitale, au lendemain d'affrontements avec la police. Le Premier ministre, Narendra Modi, a demandé la création d'un système d'examen public, présenté comme entièrement sécurisé, ainsi que des sanctions contre les responsables de fuite de sujets. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra et des membres du Parti du Congrès ont également manifesté devant la résidence de Narendra Modi. Rahul Gandhi a déclaré que cette mobilisation visait à demander des comptes au gouvernement après l'intervention policière contre les jeunes manifestants. Des parlementaires de l'opposition ont par la suite manifesté pour demander la démission du ministre de l'Éducation avant de perturber les travaux du Parlement. Cette action a entraîné leur suspension temporaire. Le ministre a proposé un débat parlementaire et promis des réformes. Les manifestations se sont étendues à plusieurs villes. La suspension du Parlement constitue une évolution distincte des premiers rassemblements. Le gouvernement indien a ensuite demandé aux opérateurs de désactiver les services de données mobiles autour d'un site de manifestation à Delhi, selon 2 sources citées par Reuters. La mobilisation réclamait toujours la démission du ministre de l'Éducation. Sonam Wangchuk a mis fin à sa grève de la faim après 26 jours, tandis que le mouvement se poursuivait. Les représentants du mouvement étudiant ont enfin commencé des discussions avec le gouvernement au sujet des fuites présumées de sujets d'examen nationaux. Un porte-parole du mouvement a déclaré que les manifestations continueraient pendant les échanges. L'ouverture de ces discussions ne constitue pas un accord. Concernant Sonam Wangchuk, un tribunal indien avait auparavant autorisé son transfert vers un établissement privé, selon le site juridique LiveLaw. Cette attribution est conservée sans conclusion supplémentaire sur les autres griefs formulés par sa famille. Sur le plan commercial, un responsable américain a déclaré qu'un accord avec l'Inde pourrait être signé dans un délai de 3 à 4 mois. Aucun accord n'est présenté comme signé et son contenu n'est pas considéré comme définitivement arrêté. Dans le secteur technologique, HCL Tech a annoncé un investissement de 142 570 millions de roupies, soit environ 1,48 milliard de dollars, afin de construire en Odisha un centre de données consacré à l'intelligence artificielle. Le groupe prévoit également un pôle technologique de 5000 places à Bhubaneswar. Les échéances de construction demeurent des objectifs annoncés. L'indice PMI Composite montre par ailleurs que la croissance du secteur privé indien a ralenti en juillet, à son rythme le plus faible depuis plus de 4 ans. Le ralentissement des services a pesé sur l'activité globale.
Ce résultat d'enquête n'est pas transformé en prévision de croissance annuelle. En Chine, 34 personnes étaient portées disparues depuis 3 jours après un glissement de terrain dans le sud-ouest du pays. Les secours ont utilisé des explosifs pour dégager de lourds blocs rocheux, empêchant l'accès à la zone. Ces personnes restent officiellement portées disparues et ne sont pas présentées comme décédées. En Corée du Sud, un incendie dans un centre logistique de Kupang, desservant la région métropolitaine de Séoul, se poursuivait depuis plus de 52 heures. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'entreprises et d'usines voisines en raison du risque d'effondrement de certaines parties du bâtiment. Le gouvernement sud-coréen a également annoncé une réorientation de sa politique envers la Corée du Nord autour d'un principe de paix d'abord. Séoul maintient son objectif de dénucléarisation de la péninsule. Cette orientation n'est pas présentée comme ayant déjà entraîné une reprise du dialogue avec Pyongyang. Aux Philippines, le président Ferdinand Marcos Jr. a nommé Antonio Navarrete à la tête des forces armées. Il succède à Romeo Bronner, arrivé au terme de son mandat de 3 ans. Concernant le Myanmar, la ministre philippine des Affaires étrangères a déclaré que le retour des dirigeants birmans aux réunions de haut niveau de l'ASEAN restait encore très éloigné. Aucune modification formelle des règles de participation du bloc n'est présentée comme adoptée. Au Pakistan, S&P Global Ratings a relevé la note souveraine du pays à B. L'agence a invoqué une plus grande stabilité institutionnelle et les progrès accomplis dans les réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Ces motifs demeurent attribués à S&P. En Indonésie, la Banque centrale a maintenu son taux directeur à 5,75% après 2 hausses consécutives. Elle a également annoncé des mesures destinées à réduire le coût de certaines opérations de couverture en devises et à attirer des capitaux étrangers. Au Vietnam, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé son engagement à conclure les négociations commerciales avec les États-Unis. Hanoï a demandé à Washington d'achever son enquête menée au titre de la section 301. Aucun accord commercial n'est présenté comme conclu. En Malaisie, l'ambassadeur du pays aux États-Unis a été convoqué par le département d'État au sujet de la politique malaisienne envers Israël, selon l'agence Bernama. Le ministre malaisien des Affaires étrangères a réaffirmé que son pays ne reconnaissait pas Israël. L'existence et le contenu de cette convocation demeurent attribués à Bernama. En Thaïlande, le gouvernement a annoncé qu'il réviserait et réduirait son projet de liaison terrestre entre les 2 côtes du pays. Le projet initial était évalué à environ 30 milliards de dollars. Cette décision intervient après une réévaluation ayant soulevé des doutes sur sa viabilité commerciale. Le projet est présenté comme réduit et non comme intégralement abandonné. À Singapour, un ministre a présenté sa démission à la suite de ce que le bureau du Premier ministre a décrit comme des interactions avec une femme. Cette formulation demeure strictement attribuée au bureau du Premier ministre, sans interprétation supplémentaire. Enfin, Nvidia et Amkor ont conclu un accord de 1,5 milliard de dollars portant sur le conditionnement de semi-conducteurs. La conclusion de l'accord et son montant sont retenus sans projection sur la production ou sur les futurs résultats des entreprises. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Les États-Unis et l'Iran ont poursuivi et élargi leurs opérations militaires. Les gardiens de la Révolution ont déclaré avoir frappé des installations américaines dans plusieurs zones du Moyen-Orient après une nouvelle nuit de bombardements américains contre plusieurs villes iraniennes. Le commandement américain a affirmé que ces opérations visaient à réduire les capacités militaires de Téhéran. L'Iran a également déclaré que 2 pétroliers avaient été touchés dans le détroit d'Ormuz, tandis que le Koweït a annoncé qu'une usine de dessalement avait été frappée pour la 2e journée consécutive. Les opérations et les dommages restent attribués aux autorités qui les ont annoncés. Les Houthis du Yémen ont, de leur côté, annoncé qu'ils imposeraient un blocus naval à l'Arabie saoudite. Cette annonce fait peser une nouvelle menace sur la navigation commerciale et les exportations énergétiques au-delà du détroit d'Ormuz. Elle n'est pas présentée comme la constatation d'un blocus effectivement appliqué à l'ensemble des accès maritimes saoudiens. Sur le plan diplomatique, des médiateurs ont transmis à l'Iran une proposition de trêve de 10 jours, destinée à rechercher les moyens de rétablir l'accord intérimaire conclu le mois précédent. L'information a été communiquée à Reuters par un haut responsable iranien. La proposition n'est pas présentée comme acceptée. Au large d'Oman, la compagnie grecque Dynacom Tankers a déclaré que 2 pétroliers qu'elle gérait avaient été touchés par des projectiles. L'origine de ces projectiles n'était pas déterminée et aucun acteur n'est désigné comme responsable. Dans le golfe d'Oman, l'activité de transfert de pétrole entre navires a ralenti après plusieurs attaques contre des bâtiments. Cette diminution repose sur des données de suivi maritime.
Concernant le conflit israélo-palestinien, le Hamas a annoncé la nomination de Khalil al-Hayya à sa direction générale. Il succède à Yahya Sinwar, tué lors de combats avec les forces israéliennes en 2024. Khalil al-Hayya était jusque-là chef du Hamas pour Gaza en exil et principal négociateur du mouvement. L'armée américaine a ensuite annoncé avoir achevé une 10e nuit consécutive de frappes contre l'Iran. Selon le commandement central américain, les cibles comprenaient des centres de commandement, des sites de lancement, des capacités maritimes et des systèmes de défense aérienne. Les objectifs et les résultats restent attribués à l'armée américaine. Les forces iraniennes ont annoncé avoir visé des sites américains à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Les opérations revendiquées et leurs résultats demeurent attribués aux autorités iraniennes. Dans ce contexte, des pétroliers transportant du brut saoudien ont fait demi-tour. Ce changement de route observé sur certains navires ne signifie pas que l'ensemble des exportations saoudiennes est interrompu. Les passages de navires dans le détroit d'Ormuz ont également poursuivi leur diminution, selon des données de suivi maritime. Au Liban, l'armée a commencé à se déployer à Zaoutar al-Gharbieh après le retrait des forces israéliennes. Ce déploiement s'inscrit dans un plan négocié sous médiation américaine. Les unités libanaises ont également commencé à rechercher des munitions non explosées. À Gaza, une frappe israélienne contre une maison du quartier de Sabra ont tué 6 personnes, selon les services médicaux. L'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe. Elle a affirmé qu'elle visait un membre du Hamas et indiqué qu'elle examinait les résultats de l'opération. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé un accord commercial avec la Jordanie destiné à supprimer certains obstacles rencontrés par les exportateurs américains. La Maison-Blanche a notamment cité l'agriculture et les véhicules automobiles parmi les secteurs concernés. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré devant des parlementaires que la guerre menée contre l'Iran avait coûté 37,5 milliards de dollars aux États-Unis. Ce montant reste un chiffre officiellement communiqué par le Pentagone, qui cherche des financements supplémentaires. L'armée américaine a ensuite annoncé une 11e nuit consécutive de frappes contre des objectifs militaires iraniens. Selon le commandement américain, cette nouvelle opération a duré environ 75 minutes. Les cibles et les résultats demeurent attribués aux autorités militaires américaines. En mer Rouge, 4 pétroliers supplémentaires ont changé de route après la menace des Houthis de viser les navires faisant escale dans les ports saoudiens. 2 ont indiqué le canal de Suez comme nouvelle destination. Un navire transportant des véhicules semblait également s'être détourné dans le golfe d'Aden. Concernant la sécurité aérienne, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a demandé aux compagnies de ne pas utiliser l'espace aérien jordanien. L'avertissement est valable jusqu'au 31 août. L'agence a invoqué l'augmentation des activités militaires et le risque de mauvaise identification des avions civils. Donald Trump a également déclaré que les États-Unis frapperaient un pont et une centrale électrique en Iran pour chaque navire pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. Cette déclaration reste une menace présidentielle et aucune nouvelle frappe correspondant à cette règle n'est présentée comme exécutée. À Ormuz, 3 navires transportant des matières premières ont franchi le détroit, contre 4 la veille, selon les données de Kepler rapportées par Reuters. Aucun très grand pétrolier ni méthanier n'apparaissait parmi les passages recensés. Cette diminution ne signifie pas que le détroit était totalement fermé. Sur le plan diplomatique, Marco Rubio a déclaré que les États-Unis restaient disposés à négocier une issue à la crise, tout en accusant l'Iran de ne pas prendre les discussions au sérieux. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.